Les élections municipales se sont tenues hier et sont un moment important de la vie de la France puisqu'il s'agit d'élire des personnes qui vont s'occuper de la gestion de la cité, du bien de la cité, ce qui n'est pas rien. Un élu de Saint-Denis, ville royale, dans laquelle la basilique des rois trône, ville dans laquelle les rois ont mis leur empreinte par cette basilique et par leurs sarcophages magnifiques, qui sont le symbole de la France chrétienne et des racines chrétiennes de la France. Un élu de Saint-Denis donc, un certain monsieur Messaouden, a été élu pour le bien de la cité dans le cadre de la gestion des villes françaises. Il est donc à un poste important et c'est donc un élu qui a son importance. Qu'a dit récemment, plutôt qu'a écrit récemment, M. Messaouden? Je le cite et là, je vous conseille de vous asseoir car il ne faudrait pas que vous tombiez à la renverse. Monsieur Messaouden, élu de Saint-Denis, a donc eu cette phrase tout à fait extraordinaire. Je suis contre tous les racismes, sauf le racisme anti-blanc, évidemment. Et là, nous pouvons considérer que M. Messaouden atteint un niveau de crétinitude à proprement parler stratosphérique. Enfin, M. Messaouden, réfléchissons un peu. Vous vous déclarez ouvertement raciste. Le racisme anti-blanc vous va parfaitement. Mais vous devriez savoir, monsieur Messaouden, qu'il y a une loi horrible d'ailleurs, une loi de 2004, concoctée par nos amis Chirac et Raffarin, loi profondément liberticide, qui avait pour but notamment de combattre le racisme, mais attention, pas le racisme anti-blanc, le racisme contre les immigrés, évidemment. Mais cela dit, la loi voulait combattre tous les racismes, même si, évidemment, il s'agissait, comme je le disais à l'instant, ne nous leurrons pas, du racisme contre les immigrés. Donc, monsieur Messaouden, vous tombez évidemment sous le coup de cette loi liberticide. Et d'ailleurs, une association, la Griffe, vous a attaqué en justice au titre de cette loi contre le racisme. Je pense que les juges vont avoir un véritable cas de conscience, car la loi de 2004 avait pour but de combattre tous les racismes, c'est-à-dire les racismes pratiqués par les Blancs, et là, ils vont devoir juger quelqu'un qui, objectivement, parce qu'il le dit lui-même, est profondément raciste, mais d'un racisme contre les Blancs. Nous allons avoir un cas de figure intéressant et nous attendons le procès avec beaucoup d'intérêt. Quoi qu'il arrive, monsieur Messaouden, j'espère que vous allez morfler grave, je veux dire, parce que votre déclaration est d'une telle imbécilité qu'elle mérite une réelle punition. En tous les cas, à titre personnel, je m'avoue profondément raciste et tant pis si la loi de 2004 fait que je suis attaqué en justice. Je suis profondément raciste car je déteste de plus en plus la race des crétins qui prolifèrent à vive allure aujourd'hui, à une allure intempestive, race que le professeur Raoult, dans une expression extraordinaire, appelait les pieds nickelés. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une très belle soirée. Le Canada vit actuellement une situation catastrophique qui est absolument cachée par le monde des médias. On ne sait pas très bien pourquoi. En effet, le Canada est confronté à une sécheresse épouvantable. Il ne pleut plus depuis grosso modo 2 années. L'agriculture est dans un état catastrophique. La production agricole s'effondre
La terre se transforme en sable, et comme il n'y a absolument pas d'eau, il n'y a aucune régénérescence d'aucune sorte, les paysans meurent de faim, ce qui est quand même un comble, ils ne peuvent même plus vivre de leur récolte. Pour donner un exemple, dans une région centrale du Canada, il y avait, il y a 10 ans, une production de 340 millions de quintaux de blé, et cette année, cette production est tombée à 40 millions de quintaux de blé, soit presque 10 fois moins. Mais enfin, Greta Thunberg, bouge-toi un peu, quoi, bouge tes fesses, il faut faire quelque chose, on ne peut pas laisser le Canada mourir ainsi. Ah mais attendez, et, pardon, je crois que je me trompe, je relis mes notes, oui, pardon, je me trompe, tout ça est arrivé en 1933 et 1934, il y a presque un siècle, et pourtant, il n'y avait pas de réchauffement climatique, il y a presque un siècle. Nein, pas de réchauffement climatique. Il n'y avait pas Greta Thunberg. Nein, pas de Greta Thunberg. Il n'y avait pas d'écolo. Nein, pas de écolo. Et il n'y avait pas d'émissions de gaz à effet de serre. Nein, pas de gaz à effet de serre. Et pourtant, le Canada était dans une situation de réchauffement climatique extraordinaire. Ce qui veut donc dire que manifestement, ce n'est pas le réchauffement climatique produit par notre industrialisation depuis un demi-siècle qui fait que le Canada, il y a un siècle, avait ses problèmes. Alors, il va falloir réviser toute la théorie des écologistes, qui est complètement fausse. Pourquoi le Canada a-t-il connu cette sécheresse il y a un siècle alors qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique et qu'il n'y avait pas de gaz à effet de serre? Tout ça est véritablement catastrophique pour l'idéologie écologique. Eh bien, vous allez voir que les écolos vont nous prouver que ce qui s'est passé au Canada il y a un siècle est lié à nos émissions de gaz à effet de serre depuis 50 ans. Ça, c'est la magie écologique. Vous savez, il y a quelques années, il y a 2 siècles environ, on chantait « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne ». Eh bien maintenant, il faut chanter « Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les écologistes, on les pendra ». Et sur cette virile phrase, je vous dis à demain et vous souhaite une très bonne soirée. La plateforme Netflix, la majestueuse plateforme Netflix, avec ses 300 millions d'abonnés mondialement connus. Netflix, la référence en matière de diffusion, notamment de films sur Internet. Eh bien, la plateforme Netflix vient de décider de mettre en ligne un film qui s'appelle 365 DNI. Bien, ce film 365 DNI est un film pornographique qui fait la promotion du viol. Parce que le viol, c'est plutôt sympa, c'est plutôt chouette. Bon, d'accord, c'est un petit peu violent, un petit peu brutal, mais finalement, Netflix trouve magnifique de diffuser ce genre de film. Savez-vous pourquoi ? Parce que les femmes, finalement, y trouvent un peu leur compte. Un petit viol par-ci, un petit viol par-là, c'est pas forcément désagréable. Pourquoi pas ? Dans le fond, finalement, réfléchissons, promouvoir finalement le viol, c'est pas forcément stupide, puisque les femmes, manifestement, aiment un peu ça. Soyons clairs, ce film est évidemment hautement ignoble, et Netflix est hautement ignoble de mettre en ligne un film aussi dégoûtant, répugnant, immoral, sale. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La pornographie envahit tous les espaces mondiaux et Netflix, évidemment, n'est pas de reste. Les pornocrates de Netflix,
qui ont évidemment une puissance de feu considérable, savent cependant ce qu'ils font. Les pornophiles du monde entier vont probablement se précipiter sur le film, ce qui veut dire que la pornographie est véritablement un drame mondial que l'on ne peut ignorer. Alors, je vois éventuellement certaines objections d'un certain nombre de téléspectateurs de TV Liberté. Oui, mais monsieur le chroniqueur, la liberté, qu'en faites-vous, hein? La liberté, liberté chérie. Oui, évidemment, c'est un argument, la liberté. Cela dit, à ceux qui réagiraient comme ça, je pose une seule question. Trouveraient-ils sympa, chouette, normal, libre, que leur femme se fasse violer et éventuellement y trouve son compte, ou que leur fille se fasse violer et y trouve éventuellement son compte? Je crois que la réponse est dans la question. Je crois qu'il n'y a pas une personne acceptant la pornographie qui accepterait que sa femme se fasse violer et qu'il en soit content, ou que sa fille se fasse violer et qu'il en soit content. S'il en est ainsi, et s'il est logique avec lui-même, il ne peut accepter de voir ce genre de choses avec un éloignement de personne, c'est-à-dire par le biais du petit écran. Ou alors, c'est qu'il y a un déséquilibre pour lui entre sa femme et sa fille et les femmes. Or, jusqu'à nouvel ordre, sa femme et sa fille font partie du groupe des femmes. Et donc, lorsque l'on attaque le groupe des femmes, on attaque aussi indirectement sa femme et sa fille. Après cette belle démonstration qui, je l'espère, va convaincre les téléspectateurs de TV Liberté, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. La Banque centrale européenne vient de prendre une décision que l'on peut d'une certaine façon qualifier d'historique. Elle a pris la décision de prêter 1300 milliards d'euros, 1300 milliards d'euros à environ 700 banques. Et à quelles conditions? À un taux d'intérêt négatif de moins 1%. Petite illustration, je suis banquier. La Banque centrale européenne me prête 1 milliard d'euros. Je fais partie des 700 banques. Eh bien, la Banque centrale européenne va me prêter 1 milliard d'euros et en plus de ça, me payer pour que j'emprunte ce milliard d'euros. Elle va me payer à hauteur de 1% par an, c'est-à-dire 10 millions d'euros. Là, nous nous grattons la tête et nous nous demandons sur quelle planète vivons-nous. Il semblerait quand même que la présidente de la Banque centrale européenne, la trop célèbre Christine Lagarde, soit à la science économique ce que par exemple son grand ami Dominique Strauss-Kahn est à la chasteté et à la continence sexuelle, véritablement. Car prêter 1300 milliards d'euros à un taux négatif de moins 1%, au moment où partout les déficits publics s'envolent, où partout les dettes privées s'envolent, où le chômage se répand partout, où la croissance diminue partout, où véritablement l'économie vacille, et notamment dans la zone européenne. À ce moment-là, choisir de prêter à 700 banques des sommes considérables que les banques en difficulté ne pourront peut-être pas rembourser, il fallait vraiment s'appeler Christine Lagarde pour le faire. Et je pense, une fois de plus, que Christine Lagarde restera dans l'histoire comme le ministre de Sarkozy qui a le plus endetté la France de toute l'histoire de France, et comme la responsable de la Banque centrale européenne qui portera peut-être un coup fatal à l'Union européenne par sa politique économique et financière totalement délirante, mais cela dit, ce petit coup de patte à l'Union européenne plairait à beaucoup d'entre nous.
Quand ce château de cartes que Christine Lagarde est en train de faire monter jusqu'au ciel va-t-il s'écrouler ? Assez vite probablement. J'ai tendance à penser que l'on pourrait passer l'élection présidentielle américaine parce que le système mondial va essayer de faire en sorte que l'élection américaine puisse se passer convenablement. En revanche, après cette élection, il est véritablement possible qu'il y ait une grande tempête financière dans le monde tout entier. Nous verrons bien, nul n'est prophète, et nous verrons bien ce qui se passera dans les mois à venir. Sur ces tristes paroles, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain. Beaucoup d'entre nous se posent la question de savoir ce qui se passerait en cas de troubles extrêmement importants sur le territoire national, dans le cadre, disons-le clairement, d'une sorte de guerre civile, ayant évidemment pour conséquence une atteinte aux personnes et aux biens de grande ampleur. Nous savons tous également que les forces de l'ordre sont en nombre parfaitement insuffisant pour faire face justement à une sorte de guerre civile sur tout le territoire. En effet, nous savons qu'il y a plus de 1000 quartiers qui sont des quartiers hautement difficiles et très inaccessibles. Et d'autre part, en cas de trouble général sur le pays, les centres-villes, les faubourgs des villes ne seraient pas épargnés, car évidemment, les émeutiers pourraient se répandre partout sur tout le territoire. Donc, parce qu'elles sont en nombre insuffisant et parce qu'elles sont assez peu équipées pour faire face à une explosion générale, nous ne pourrions compter sur les forces de l'ordre pour maintenir ou rétablir un ordre gravement compromis par une sorte de guerre civile. Alors beaucoup d'entre nous se posent la question en se disant « oui, mais l'armée sera évidemment un rempart, une protection absolue ». Les choses ne sont pas si simples. En effet, l'armée est profondément légaliste. Qui, aujourd'hui, oserait donner l'ordre à l'armée d'intervenir avec tout ce que cela peut impliquer, en termes notamment de sang qui coule, si l'armée intervient? Qui oserait donner cet ordre? Eh bien aujourd'hui, nous pouvons le dire, raisonnablement, il n'y a aucune chance qu'un tel ordre soit donné. Je voudrais prendre un exemple sur le légalisme de l'armée. Le 5 juillet 1962, à Oran, devait être proclamée l'indépendance de l'Algérie. Quelques heures avant cette proclamation, à Oran, des musulmans ont commencé à se grouper en centre-ville et les Algériens musulmans ont commencé à massacrer les Français d'Algérie dans des conditions absolument épouvantables, dans des conditions, disons-le, absolument ignobles, puisque étaient attaqués et martyrisés les hommes, les femmes, les enfants de tous âges. Et cela s'est traduit par plusieurs milliers de morts et plusieurs centaines de disparus. Or, ce jour-là, à Oran, les casernes françaises étaient remplies de soldats. Les soldats français ont reçu l'ordre de Paris de ne bouger sous aucun prétexte. Ils ont donc assisté de leur caserne et par leurs fenêtres au massacre de Français qui se déroulait sous leurs yeux. Le général de Gaulle et le gouvernement, sollicités, avaient donné l'ordre formel « les soldats ne doivent pas sortir de leur caserne ». Les soldats, l'armée qui était à Oran, a été légaliste, n'a pas donc cru bon d'intervenir pour rétablir l'ordre, et cela s'est traduit par des massacres épouvantables qui seront évidemment une tâche indélébile dans l'histoire pour le général de Gaulle et son gouvernement. Donc, l'armée est légaliste et n'intervient que lorsqu'elle reçoit des ordres précis. Nous savons que, en cas de troubles graves, aujourd'hui sur le territoire national, il sera très difficile d'obtenir des ordres précis disant à l'armée de rétablir l'ordre à tout prix. Cela semble même assez utopique. Nous devons